Aujourd'hui, nous allons parler du financement agricole et c'est un sujet très brûlant. En Afrique, en raison des nombreuses pertes que les gens ont subies pendant la frénésie de l'agritech. Nous allons donc examiner certaines de ces erreurs. Ce que je pense de l'agriculture, vous savez, le financement de l'agritech qui est une fusion du financement agricole et des plateformes de distribution technologique. La première chose à noter est que le crowdfunding ou l'agritech est en réalité un financement de projet à son cœur. Vous prêtez essentiellement de l'argent par l'intermédiaire d'un tiers. C'est une entreprise de distribution technologique, une entreprise qui a une application et qui aide à distribuer ce financement aux petits agriculteurs ou aux coopératives agricoles ou quoi que ce soit. Mais essentiellement, vous devez passer par une plateforme technologique ou un intermédiaire et vous prêter de l'argent pour une activité productive particulière. C'est donc vraiment un financement de projet. Vous devez donc comprendre le type d'investissement que vous faites. Vous prêtez de l'argent, c'est de la dette. Ce n'est pas du capital. Vous n'avez aucune part dans l'entreprise. Donc, littéralement, vous prêtez simplement de l'argent pour une activité particulière. C'est donc de la dette pure, avec tous les risques que cela comporte. C'est à haut risque et c'est largement non réglementé parce qu'en Afrique, nous n'avons pas beaucoup de réglementation autour du financement participatif autour de l'agritech. Certaines des réglementations ont une barrière à l'entrée élevée. Donc même ceux qui peuvent passer par les voies réglementées, souvent ce sont seulement les grands gestionnaires d'actifs qui peuvent se permettre les frais et la structure qui sont requis pour le financement participatif réglementé. Donc, beaucoup des petites entreprises faisant de l'agritech le font discrètement. Elles ne sont pas réglementées. Il n'y a pas d'autorité à laquelle elles rendent compte ou à laquelle vous pouvez faire appel en cas de défaut. Donc, c'est vraiment une forme de dette ou de financement de projet à haut risque qui n'est pas réglementé. C'est pourquoi, quand il y a eu tout le krach dans le secteur de l'agritech, beaucoup de gens ont été lésés et ils n'ont pas pu récupérer leur argent parce que c'était vraiment juste une dette très peu structurée, souvent sans contrat. Les termes et conditions étaient sur le site web et vous deviez simplement cocher une case ou cliquer sur un bouton pour accepter les termes et conditions. Beaucoup de gens n'ont pas lu ces termes et conditions et ils n'avaient pas de contrat. Donc vraiment, que pouvez-vous faire dans le cas où vous êtes lésé? Idéalement, le financement de projet devrait être destiné aux investisseurs institutionnels et accrédités, car les investisseurs particuliers n'ont pas la structure. Vous n'avez probablement pas d'avocat qui rédige ou examine votre accord. Vous n'avez pas la structure pour la diligence raisonnable. Alors imaginez simplement quand les banques prêtent de l'argent à une entreprise, regardez tous les obstacles qu'elles vous font franchir. Donc si vous avez déjà dû emprunter de l'argent à une banque, regardez tous les documents qu'on vous demande. Pourquoi la garantie? C'est le financement de projet. Maintenant, un investisseur particulier n'a pas cette structure. Donc, idéalement, les investisseurs particuliers n'auraient jamais dû se lancer dans le crowdfunding. Et oui, mais il y avait beaucoup de battage médiatique. Autour de ça, je veux dire, j'étais une victime. J'ai aussi investi dans certaines entreprises d'agritech. Mais, avec le recul, les investisseurs particuliers n'ont rien à faire à investir dans le crowdfunding ou l'agritech. Parce que vous n'avez pas la structure pour vraiment faire beaucoup de diligence raisonnable autour de ces transactions. Vous êtes à la merci d'un intermédiaire. Alors souvenez-vous, la façon dont l'agritech fonctionne, c'est que vous passez par une plateforme technologique ou une application. Et ce que fait l'application, c'est qu'elle agrège les financements des investisseurs particuliers pour prêter aux fermes à l'autre bout. Donc essentiellement, vous êtes à la merci de cette technologie. Un intermédiaire qui peut ou non comprendre quoi que ce soit à l'agriculture pour commencer. Donc beaucoup de chiffres sont généralement très fantastiques. Beaucoup de rendements sur investissement sont également typiquement fantastiques. Et c'est parce que les métriques de la technologie sont complètement différentes des métriques de l'agriculture. Et puis finalement, l'assurance est au nom d'un tiers. Ce n'est pas à votre nom parce que la plateforme agrège. Donc, souvent, les compagnies d'assurance ne couvriraient que la production
réel. Ainsi, vous pourriez constater que l'assurance est au nom de la ferme ou de l'entreprise agricole. Ce n'est pas à votre nom. Donc, vous prenez tous les risques et vous n'avez aucune assurance à votre nom. L'assurance ne couvre pas non plus la mauvaise gestion. Si cette activité agricole est mal gérée ou si la plateforme technologique gère mal les envois de fonds, les distributions de dividendes, il n'y a rien que l'assurance puisse faire. Dans ce cas, le financement de projet est très spécialisé. Encore une fois, en revenant aux banques, lorsque les banques veulent prêter de l'argent à une entreprise, il y a beaucoup de diligences raisonnables qui entrent en jeu. Vous devez soumettre des documents pour prouver que vous êtes enregistré. Vous savez aller en préoccupation. Parfois, les fondateurs de l'entreprise doivent fournir des garanties personnelles. Les banques vont visiter, vous savez, les locaux de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, vous savez, dans le financement par emprunt ou le financement de projets. Donc, c'est en fait assez étendu en termes de diligence raisonnable. Et le déblocage des fonds est généralement lié à des indicateurs de performance clés, KPI. Ainsi, l'institution prêteuse aurait un ensemble de KPI que l'emprunteur doit respecter. Et les fonds sont généralement débloqués par tranches. Donc, ce n'est pas, vous savez, un cas où, vous savez, quelqu'un vient, vous savez, emprunter de l'argent et il donne, vous savez, 100% des fonds. Et puis, les inspections physiques sont généralement obligatoires. Donc, quelle que soit l'activité pour laquelle vous empruntez de l'argent, généralement, la banque ou le prêteur inspecterait. Donc, il y a cette visite physique, vous savez, sur les lieux où cette activité a lieu. Alors, vous voyez pourquoi c'était un peu contradictoire lorsque les investisseurs particuliers ont commencé à investir dans le financement de l'agriculture, car beaucoup d'investisseurs particuliers ne se sont jamais souciés d'aller inspecter certaines des fermes. Ils ne se sont jamais souciés d'aller inspecter certaines des entreprises technologiques qui étaient des intermédiaires. Et ce n'est pas pour dénigrer les investisseurs particuliers. Beaucoup de cela était simplement une confiance aveugle et parfois juste vraiment penser au mieux. Vous savez, de ces plateformes nouvelles et innovantes. Donc, souvent, en tant qu'investisseur particulier, vous ne pouvez pas, vous savez, aller inspecter une ferme vous-même. Et vous faites confiance au fait que l'intermédiaire, qui est une plateforme technologique, a dû faire cette diligence raisonnable pour vous. Et puis, enfin, dans tout type de financement de projet, vous auriez généralement un véhicule à usage spécial connu sous le nom de SPV, qui abrite la garantie ou une sorte de sécurité, jusqu'à ce que le projet soit terminé. Cela sert donc de tampon et vous donne un peu de tranquillité d'esprit, que même si quelque chose tourne mal avec le projet, vous avez un actif sous-jacent ou une propriété intellectuelle qui vous appartient en tant que prêteur. Et puis vous auriez un compte séquestre où les revenus de l'activité de financement de projet sont versés dans ce compte séquestre. Il ne peut pas être dépensé par le prêteur. Donc, généralement, vous auriez celui qui prête l'argent, aurait plutôt le contrôle, ou au moins un droit de signature, ou un accès, en consultation uniquement au compte séquestre. Ainsi, celui qui emprunte l'argent ne peut pas simplement dépenser les revenus, de toute façon, tant qu'il n'a pas fini de rembourser la dette. C'est donc un autre niveau de sécurité. Et enfin, le prêteur peut nommer le directeur financier. Vous voyez donc cela souvent dans le capital investissement, où vous donnez une énorme somme d'argent à une organisation et vous insistez pour nommer le directeur financier jusqu'à ce que l'accord soit conclu. Et c'est parce que le directeur financier voit les finances réelles de l'entreprise. Ainsi, l'entreprise, vous savez, ne peut pas simplement, vous savez, manipuler les livres. L'emprunteur ne peut pas simplement, vous savez, manipuler les livres parce que vous avez nommez votre propre directeur financier dans ce genre de situation. Une autre façon d'investir dans l'agriculture est à travers les coopératives. Donc si vous êtes membre d'une coopérative, comme ma coopérative, la coopérative réduit le coût de la diligence raisonnable. Ainsi, la coopérative peut engager un avocat, peut engager un comptable judiciaire, peut vraiment faire la diligence raisonnable nécessaire avant d'investir. Et la coopérative peut également subventionner le coût des inspections physiques. Vous savez, la gestion de cet accord. Et même si quelque chose tourne mal. Donc, dans notre coopérative, nous avons été victimes de certaines de ces entreprises agritech.
Eh bien, nous avons pu récupérer simplement parce qu'en tant que groupe, nous avons pu engager des agences de régulation et des forces de l'ordre pour obtenir justice. Donc, lorsque vous appartenez à une coopérative, vous n'êtes pas seul car vous savez que vous avez une institution de centaines de milliers de personnes derrière vous, ce qui est mieux que si vous investissez seul. Maintenant, avec les denrées alimentaires, c'est une façon d'investir encore dans l'agriculture, mais de le faire de manière réglementée. Il existe donc des bourses de matières premières, particulièrement en Afrique, qui sont réglementées et qui agrègent les denrées alimentaires sur une plateforme technologique. Ainsi, vous pouvez réellement acheter et vendre ces denrées alimentaires, mais vous avez besoin de compétences en trading. Il y a donc une mesure de risque dans le sens où vous devez savoir quand acheter et quand vendre. Mais en termes de risque réglementaire, cela a été minimisé car ces plateformes sont généralement réglementées par la Commission des valeurs mobilières. Maintenant, parce que l'Afrique subsaharienne a des saisons prévisibles, nous avons une saison des pluies, nous avons une saison sèche. Cela signifie qu'il y a aussi un cycle de demande et d'offres prévisibles. Prenons le maïs, par exemple. Vous pouvez réellement acheter sur une bourse de matières premières pendant la saison sèche. La bourse de matières premières dispose d'un système de stockage qui est déjà intégré à cette plateforme technologique et est fourni par le biais de la plateforme technologique. Ainsi, vous pouvez acheter et stocker. Pendant la saison sèche, puis vendre. Pendant la saison des pluies, quand c'est le moment de planter. Donc souvent, pour ceux qui sont intéressés à participer à l'agriculture, vous pouvez le faire dans un environnement réglementé via une bourse de matières premières. Le Nigeria a une bourse de matières premières. Le Kenya a une bourse de matières premières. C'est donc un bon moyen de participer au financement de l'agriculture, à l'investissement agricole, mais via une plateforme réglementée. Certaines de ces bourses, pour ceux qui n'ont pas de compétences en trading, proposent en fait des billets de trésorerie garantis par le principal. Ainsi, ce que fait la bourse de matières premières, c'est reconnaître que certaines personnes peuvent ne pas vouloir trader sur leur plateforme. Ce qu'ils ont fait, c'est fournir un produit sous la forme d'un billet de trésorerie. Et j'ai discuté de ce qu'est un billet de trésorerie, je pense, dans la première vidéo de cette série. Je pense à la vidéo sur les marchés monétaires et les marchés de capitaux. Donc, si vous ne voulez pas trader, vous pouvez également participer aux billets de trésorerie ou aux notes commerciales de ces bourses de matières premières. Veuillez donc rechercher les bourses de matières premières dans votre pays d'origine. Ou, si vous êtes un Africain de la diaspora, dans l'un des pays africains où vous avez des liens. Et cela pourrait être un bon moyen de participer au financement de l'agriculture, de manière réglementée. Merci.